Bon, merci beaucoup Bernard. Donc désolé pour le retard, j'ai stressé en me disant que j'allais finalement manquer ce qu'on avait organisé avec Bernard grâce à Air France, puisque j'aurais dû être là hier soir, mais la grève du contrôle aérien a fait que, mais bon, je suis très content et ravi d'être là avec vous. Donc vous verrez, alors j'ai compris que ça avait été dense ce matin, donc il y aura peut-être quelques répétitions. Et je voulais aussi refaire un point global sur à la fois la clinique, la prise en charge, les traitements de l'hypercholestérolémie familiale, et puis on finira à la fin justement sur l'apport du registre Refercol, puisqu'on a 9000 patients FH qui sont dans ce registre français. C'est un registre qui est extrêmement important pour continuer à comprendre la maladie et à comprendre son évolution, son histoire naturelle. Et puis je vous parlerai des premières données qu'on a sur Chopin, un programme de recherche avec des pistes intéressantes. Mais là, on est sur l'échelle de la recherche fondamentale et on est sur des résultats. Il faut attendre généralement plusieurs années pour commencer à avoir le fruit du travail accompli. Alors, j'ai mis ma déclaration de lien d'intérêt, donc avec des programmes de recherche qui sont soutenus, qui ont été obtenus auprès de laboratoires, et puis des participations à des congrès, et puis également comme investigateur autour des essais cliniques, avec l'ensemble finalement des entreprises et des laboratoires pharmaceutiques qui travaillent dans le domaine des dyslipidémies. Alors il y a eu tout à l'heure un petit peu de musique, donc là on va faire une petite balade plutôt, on va dire, sur le cinématographique. Donc on va un petit peu plagier Woody Allen et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cholestérol sans jamais oser le demander. Donc on va faire un petit rappel assez simple. Donc ce rappel finalement, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle une lipoprotéine, c'est-à-dire que le cholestérol pour circuler, donc, qui est hydrophobe, donc pour circuler dans un milieu hydrophile qui est le sang, doit être finalement entouré d'apoprotéines, de parties protéiques que vous voyez ici. Et la partie la plus hydrophobe, le cholestérol estérifié et les triglycérides, est au centre de cette lipoprotéine. Et puis vous avez des phospholipides et du cholestérol non estérifié en périphérie. Et donc on a différents types de ces lipoprotéines, et je vais faire simple. Les lipoprotéines qui nous intéressent dans le cadre de l'hypercholestérolémie familiale, c'est celles qui sont associées au risque cardiovasculaire. Donc vous voyez, on a les très très grosses lipoprotéines qui sont produites par l'intestin après un repas, qu'on appelle les chylomicrons. Donc qui sont vraiment exportés par l'intestin après un repas. Donc c'est tout ce qui est les graisses d'origine alimentaire. Et puis vous avez des particules qui sont également riches en triglycérides et en cholestérol, qui sont les VLDL, produites par le foie. Et puis vous avez après ces étapes, ces lipoprotéines sont un petit peu, on va dire, métabolisées, catabolisées sur l'action, ce qu'on appelle la lipolyse, et progressivement elles sont appauvries en triglycérides et enrichies en cholestérol. Et donc la particule de LDL cholestérol, c'est la particule très riche en cholestérol et c'est celle qui est associée au risque cardiovasculaire. Et puis vous avez une autre apolipoprotéine qui est le HDL, qu'on appelle le bon cholestérol, qui elle a pour objectif d'aller chercher le cholestérol dans les tissus et de le ramener au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle le transport inverse. Donc je vous ai mis un métabolisme simplifié. Alors c'est vrai qu'on a très peu d'heures de cours pour faire le métabolisme des lipoprotéines aux étudiants de médecine. En plus, souvent, ça les effraie un peu. C'est toujours, dès qu'on parle de lipoprotéines, c'est compliqué, les lipides, etc. Donc globalement, vous avez la voie alimentaire, donc donc c'est les graisses que vous allez ingérer. Donc qui vont être absorbés, qui vont être réimpactés sous forme de chylomicrons. Les chylomicrons vont être progressivement hydrolysés. Il y a des rémanentes de chylomicrons dont on sait que ces rémanentes sont catabolisées par le foie et peuvent aussi favoriser les maladies cardiovasculaires. Et puis vous avez la voie de production hépatique, ce qu'on appelle la synthèse endogène, où c'est le foie qui produit les grosses particules VLDL qui vont être progressivement hydrolysé en IDL et en LDL. Et donc le LDL va aller dans différents tissus de l'organisme, et puis surtout quand il est en excès, ce qui est dangereux, c'est quand il va se déposer dans les artères. Donc globalement, quand vous avez une hypercholestérolémie familiale, on vous dit vous jouez sur la voie alimentaire, vous mangez moins et vous aurez moins de cholestérol, alors que finalement, on va le voir, vous avez une hypercholestérolémie essentiellement parce que votre voie de retour, donc la voie de retour qui est via le récepteur LDL ne fonctionne pas.
Et donc le mauvais cholestérol, c'est un facteur de risque de l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est ce cholestérol qui va rentrer dans la paroi vasculaire. Donc il va être oxydé, et quand il est oxydé, il rentre plus facilement dans cette paroi, notamment dans les macrophages. Et après, il va y avoir une accumulation de cholestérol, ce qu'on appelle les cellules spumeuses, et la plaque d'athérome se forme progressivement. Alors, la plaque d'athérome, elle va rétrécir la lumière de l'artère, ce qui va entraîner les signes de souffrance, parce qu'il ne va pas y avoir assez de sang et donc d'oxygénation au niveau des tissus. Ça peut donner de l'angine de poitrine, ça peut donner de l'artérite. Mais aussi, le risque, c'est quand cette plaque d'athérome se rompt, et à ce moment-là, il y a un caillot qui se forme, et ça, c'est plutôt l'accident aigu. Donc ça, c'est un petit peu plus parlant. Vous avez ici une coupe d'artère. Donc ce que vous avez là en jaune, c'est cette espèce de strie lipidique, donc cette bouillie entre guillemets de cholestérol. Et le risque, c'est quand cette plaque se rompt, on voit qu'il y a apparition donc d'un thrombus, d'un caillot, qui obstrue complètement le diamètre de l'artère. Donc là, on passe à... Alors, c'est pas tout à fait un film, ça ne nous rajeunit pas, urgence. Donc les complications de l'athérosclérose, vous les connaissez, on verra après dans le registre, et ça c'était l'apport du registre FRCOL et du registre européen, il y a quand même un tropisme très particulier de l'hypercholestérolémie familiale. Quand on a trop de LDL par rapport aux autres facteurs de risque cardiovasculaire, c'est assez spécifique une localisation au niveau des artères coronaires. Donc qui dit artère coronaire, donc c'est le risque d'angine de poitrine, d'infarctus du myocarde. Mais les cardiologues sont de plus en plus, on va dire, performants. Vous avez des prises en charge assez rapides, ce qui fait qu'on arrive à finalement éviter beaucoup de morts subites liées à un infarctus parce qu'on est capable de revasculariser. Mais le risque après aussi, c'est que ça abîme le tissu cardiaque et il y a un risque d'insuffisance cardiaque sur ce cœur qui s'est infarci. Il y a un risque d'AVC ischémique, donc c'est des petites plaques d'athérome qui partent dans les artères cérébrales, et puis un risque d'artérite moins fréquemment. Quand il y a une hypercholestérolémie isolée, il faut d'autres facteurs de risque, et notamment le tabac. Alors, cholestérol et risque cardiovasculaire. Donc il y a le bon, on va dire, alors le bon c'est discuté, et je trouve qu'on peut, c'est un petit peu comme Clint Eastwood dans le film, on se dit il est bon mais il n'est pas si bon que ça, c'est le HDL. La brute, c'est le LDL, et j'ai mis les truands, parce que les truands, vous allez le voir, c'est, on va dire, les complotistes ou les médias qui nous disent que le cholestérol, c'est pas grave. Donc pour vous donner des arguments, pour convaincre les membres de votre famille, pour convaincre vos amis qui vous disent non, de toute façon, c'est pas grave, le cholestérol, c'est pas dangereux, les statines, ça sert à rien, c'est l'industrie pharmaceutique qui est derrière. Quelques données. Alors déjà, quand on regarde le niveau, on va dire, si on revient du temps de Capitaine Caverne, si on trouve ça c'est une étude qui avait été faite dans certaines, alors je pense que ça n'existe plus maintenant, certaines tribus qui étaient en dehors, entre guillemets, des civilisations modernes, les Azda, je crois que c'est en Indonésie, les Inuits, les Pygmées, on se rend compte que le niveau de LDL cholestérol était aux environs de 0,5 à 0,7 grammes par litre. Donc ce qu'on atteint maintenant comme objectif en termes de prévention secondaire cardiovasculaire. Donc c'est pas mauvais d'être à 0,50 g ou à 0,70 g de LDL cholestérol. Par contre, alors c'est pas forcément le meilleur exemple en termes d'intelligence et troubles cognitifs, mais Homer Simpson en tant qu'Américain moyen, lui, il est plutôt aux alentours de 2 grammes. L'autre argument pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de danger à baisser le LDL cholestérol, c'est de se dire j'ai un LDL cholestérol trop bas, donc je vais avoir des troubles cognitifs parce que mon cerveau ne va plus être nourri en cholestérol. Votre cerveau n'a pas besoin du taux circulant de cholestérol. Le cerveau, les cellules du cerveau produisent leur propre cholestérol. À tel point, et Noël est là, sur un enfant, un nouveau-né, il est plutôt aux alentours de 0,5 à 0,7 grammes de LDL. Et finalement, à une époque où il y a un renouvellement neuronal extrêmement important. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que tout le cholestérol circulant ne va pas nourrir toutes les cellules. Il y a des cellules qui sont capables de fabriquer leur propre cholestérol. Les glandes surrénales pour fabriquer les hormones, et également le cerveau. Donc après, on a des données épidémiologiques. Donc c'est que le cholestérol est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc vous voyez que plus vous avez un taux de cholestérol et que quand vous ajustez sur les autres facteurs de risque, tabac, hypertension, diabète, vous augmentez votre risque de mortalité cardiovasculaire. Donc là, après, la question, c'est de se dire, ok, cholestérol élevé, mortalité cardiovasculaire, mais est-ce que c'est un marqueur ou un acteur? Donc ça, c'est toujours l'exemple que je prends.
Vous avez un fumeur, dans sa poche droite, vous allez trouver une cigarette, dans sa poche gauche, vous allez trouver un briquet. Qu'est-ce qui est responsable du cancer? C'est la cigarette, mais ce n'est pas le briquet. Mais il faut des arguments autres que des simples associations épidémiologiques. Donc l'argument fort et qui est peu utilisé par, entre guillemets, les personnes qui minimisent l'action délétère de l'hypercholestérolémie, c'est la preuve génétique. Et donc la preuve génétique, vous êtes ici, c'est que l'hypercholestérolémie familiale, c'est une maladie à haut risque cardiovasculaire. On prend l'exemple des hypercholestérolémies familiales homozygotes, c'est rarissime, heureusement. Mais là, actuellement en pédiatrie, on suit une petite fille de 9 ans qui a eu un infarctus à 8 ans, qui a eu un pontage et qui se rebouche son pontage avec 9 grammes de cholestérol. Inversement, on a des patients ou des individus, on ne va pas dire des patients, des individus qui ont des gènes qui baissent le cholestérol. Le meilleur exemple, c'est des patients qui ont une inhibition génétique de PCSK9, ils ont moins de PCSK9 que la normale, ils ont un taux de LDL cholestérol qui est diminué et ils ont 90% de risque en moins de faire un infarctus. Donc ça, cette preuve-là, je dirais, c'est la preuve absolue puisque la génétique, elle est au-delà de tous les facteurs environnementaux. Et après, il y a les preuves pharmacologiques. Donc, baisser le LDL cholestérol réduit le risque d'événements cardiovasculaires. Donc, on a les statines. Donc, il y a eu plusieurs statines. Simvastatine, pravastatine, atorvastatine et puis rosuvastatine pour lesquels on a des essais cliniques randomisés qui montrent que quand on baisse le LDL cholestérol, on diminue les événements cardiovasculaires. Et dans cette méta-analyse, vous avez en gros 22% d'événements cardiovasculaires. Et quand on parle d'événements cardiovasculaires, c'est des événements majeurs, infarctus non fatal, AVC non fatal et mort cardiovasculaire. Et donc pour chaque baisse de 0,3 g de LDL, vous diminuez de 22% votre risque. Donc c'est vrai avec les statines, c'est vrai avec les éthymies, mais je vous le dis, mais je ne vous montre pas l'étude qui s'appelle Improve-It, et c'est vrai avec les anti-PCSK9 en association statine. On a deux études, l'étude Fourier avec l'évolocumab chez plus de 27 000 patients, l'étude Odyssey Outcome avec l'alirocumab, donc respectivement Repata et Praluent, et vous avez une baisse de 15% des événements cardiovasculaires. Sachant que plus on avance finalement dans la prise en charge, c'est-à-dire que maintenant, par rapport aux premiers essais avec les statines, l'amélioration de la prise en charge cardiovasculaire, c'est nettement amélioré, le risque a diminué, parce que, encore une fois, il y a de l'amélioration dans le traitement des infarctus, il y a les antihypertenseurs, il y a les antiagrégants et il y a les hypocholestérolémiants. Mais quand on baisse le LDL cholestérol avec les anti-PCSK9, qu'on passe de 0,8 à 0,40 g, on a 15% d'événements cardiovasculaires en moins. Donc voilà, résumé, les trois approches. L'approche génétique, moins vous avez de cholestérol de façon génétique, moins vous avez de risque, plus vous diminuez votre risque d'événements cardiovasculaires. Les essais observationnels épidémiologiques et les essais pharmacologiques. Alors ce qui est intéressant, c'est vous voyez, la courbe bleue, on a l'impression que quand on a une baisse génétique, ça se traduit par une diminution beaucoup plus importante du risque cardiovasculaire, et ça veut dire que finalement c'est l'exposition, la durée d'exposition au cholestérol qui est importante. C'est-à-dire que là on a une baisse qui est significative, mais qui est moindre qu'une baisse génétique parce qu'on va avoir un essai clinique qui va durer 4-5 ans. Tandis que si vous avez la chance d'avoir un gène protecteur et d'avoir moins de cholestérol depuis la naissance, ça se traduit par une diminution beaucoup plus importante du risque cardiovasculaire. Donc le message il est que plus on va baisser pendant longtemps le LDL cholestérol, plus on va être efficace. Et donc là on rejoint les stratégies de dépistage. Parce que si on traite les enfants tôt, c'est ce qu'a montré Noël avec l'étude des Hollandais, si vous traitez un enfant dès l'âge de 10 ans, il ne va pas avoir plus de développement d'athérome que son frère ou sa sœur non atteint. Donc le LDL cholestérol tue et les médias aussi. Donc je réinsiste, mais c'est important de le dire. Clairement, l'arrêt prématuré des statines s'accompagne d'un surrisque. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite au Danemark. Et vous voyez que quand vous arrêtez les statines, vous avez 26% d'augmentation du risque d'infarctus par rapport à des gens qui continuent leur traitement. Et vous avez à peu près 20% d'augmentation du décès cardiovasculaire. Et finalement, ces arrêts de statines, ils sont assez... il n'y a pas que chez nous qu'il y a eu le grand bluff ou autre. Ça avait été une étude qui avait été faite en Angleterre où il y avait eu exactement les mêmes campagnes anti-statines. Et vous voyez ici l'augmentation significative après la campagne médiatique de l'arrêt des statines. Et en gros, ce qui s'était passé, c'est ce qu'ils avaient modélisé, et on a eu la même étude en France par des épidémiologistes de Bordeaux,
si les patients ne reprennent pas les statines, ils estimaient au Royaume-Uni à peu près 6000 décès attribués à cet arrêt des statines en raison des positions médiatiques. Et donc là, on est sur le complexe d'Hérostrate. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est le temple d'Artémis à Éphèse. Donc c'était actuellement en Turquie. C'était une des 7 merveilles du monde. Alors voilà la photo qu'on imagine. Si vous allez sur le site, voilà ce qui reste. Donc pas grand-chose. Et donc finalement, Hérostrate, qui c'est, c'était une personne qui causa volontairement un incendie qui détruit donc ce temple d'Artémis à Éphèse. Et puis, interrogé sur la torture, il explique que pourquoi il avait fait ça, c'était qu'il voulait à tout prix chercher la célébrité. Et comme il n'était pas spécialement doué, c'était pas un expert, c'était pas un architecte, il n'y avait pas d'autre moyen d'y parvenir que de détruire ce temple. Et donc les Éphésiens interdirent alors de citer son nom, et l'historien Théopompe le mentionna dans ses Helléniques. Et donc là, c'est Jean-Paul Sartre qui résume bien l'histoire qui se répète ici, à savoir que « Je connais votre type, me dit-il, il s'appelle Hérostrate. Il voulait devenir illustre, il n'a rien trouvé de mieux que de brûler le temple d'Éphèse, une des 7 merveilles du monde. » Et comment s'appelait l'architecte de ce temple ? Je ne me rappelle plus, confessa-t-il, je crois même qu'on ne sait pas son nom. Vraiment, et vous vous rappelez du nom d'Hérostrate, vous voyez donc qu'il n'avait pas fait un si mauvais calcul. Et donc tout le monde connaît Évin et Debré, et la question c'est qui connaît les 2 chercheurs prix Nobel qui ont découvert le récepteur du LDL. Donc c'est rendons à César ce qui est à Dallas, puisqu'ils sont américains. C'est Michael Brown et Joseph Goldstein, donc prix Nobel de médecine en 85, puisqu'en 1972, très bonne année, ils ont découvert le récepteur au LDL. Donc ils ont, à partir des maladies génétiques, ils se sont dit il y a des hypercholestérolémies familiales. Ils ont trouvé la cause moléculaire qui était le récepteur au LDL. Ils ont identifié les premières mutations et ils se sont dit si on arrive après à augmenter finalement le niveau d'expression de ce récepteur, on va pouvoir peut-être traiter l'hypercholestérolémie. Donc c'est ainsi qu'ils ont trouvé la voie de régulation par lesquelles les statines augmentent le récepteur au LDL. C'est un facteur de transcription qui s'appelle SREP2, ça c'était en 90-93. Et donc 20 ans après leur découverte, il y a eu les premiers essais avec les statines. Donc je pense que quand on parle de LDL cholestérol, je pense qu'il vaut mieux faire confiance à Brown et Goldstein qu'à d'autres personnes. Donc quand on a le diagnostic et la prise en charge, quelques mots. Donc pourquoi penser à l'hypercol familial ? Donc parce que c'est une maladie génétique fréquente. Donc on est là, il y a eu 2 grosses études méta-analyses épidémiologiques qui ont trouvé exactement le même chiffre, 1 sujet sur 310. L'hypercol familial est largement sous-diagnostiqué, on en a parlé ce matin. Maladie grave en l'absence de traitement. Je précise en l'absence de traitement, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus qu'on survende la gravité. Je pense qu'elle est grave quand elle n'est pas traitée. Donc, il y a encore et après, il faut identifier les personnes à traiter surtout. Et surtout parce qu'il y a des traitements. Donc c'est là où on se dit que c'est dommage de ne pas y penser alors qu'on peut avoir un traitement. Donc les statines, les étimibes et on verra les anti-PCSK9. Et puis pour dépister les cas familiaux. Donc ça, voilà, ça c'est une des 2 études. Donc on estime 1 sur 311 qui a une projection d'environ entre 200 et 250 000 patients HF en France. Donc la génétique, finalement, les causes génétiques, très majoritairement, quand on en retrouve, donc quand c'est une cause qu'on appelle monogénique, c'est le récepteur au LDL, donc cette voie d'épuration qui est atteinte. C'est 75% des cas. Il y a un nombre de mutations qui est extrêmement important, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule mutation, il n'y a pas un effet fondateur. Il y a quasiment des mutations qu'on retrouve famille par famille. Et après, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de variants génétiques. Et donc après, il faut être sûr qu'un variant soit responsable d'une altération de la protéine et que donc là, c'est l'importance soit des approches un petit peu moléculaires ou soit surtout de l'enquête familiale, parce que ça permet de voir dans la famille est-ce que les personnes qui sont porteurs du variant sont porteurs de l'hypercholestérolémie. Dans ce cas-là, ce variant est responsable. Plus rarement, c'est l'ApoB. Donc l'ApoB, c'est la partie protéique du LDL qui est reconnue par le récepteur. Donc c'est soit le récepteur qui est muté, soit c'est le ligand. PCSK9, je vais y revenir, ça a permis d'aller très loin dans la compréhension du mécanisme du métabolisme du LDL et surtout d'arriver au développement de nouveaux traitements, mais les mutations sont rares, 1%. Et puis dans 15 à 20% des cas, c'était un des objectifs de Chopin, on n'a pas de cause identifiée. Alors soit ce sont des causes polygéniques, contribution de plusieurs gènes, soit ce sont d'autres gènes, mais là, clairement, on a parlé de Brown et Goldstein, il y a beaucoup d'équipes à travers le monde qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, cherchent à identifier ce 4e gène. Philippe Moulin à Lyon dit très bien les choses, c'est-à-dire que
tous les arbres mûrs sont tombés, ils sont par terre. Donc il reste peut-être une pomme, mais vraiment elle est très bien accrochée en haut de l'arbre. Parce que finalement, le PCSK9 c'est 2003, donc c'était un succès français, c'était déjà la notion de registre. Il y avait 2 familles françaises qui avaient une hypercholestérolémie sans mutation sur le gène du LDL récepteur ou de l'ApoB. Il y avait une famille ici à Nantes très large qui avait été suivie par Michel Krempf, et une autre famille à Dijon. Et ces familles avaient une mutation dans le gène PCSK9 qui s'est avéré être le 3e gène responsable d'hypercholestérolémie. Donc vous avez ici les 2 types d'hypercholestérolémie. Donc vous avez l'hypercholestérolémie qu'on dit polygénique, qui est fréquente, donc tout le monde a du cholestérol entre guillemets, 30% de la population française, et puis la forme familiale 1 sur 310. Les gènes identifiés, on en a parlé, la transmission elle est autosomique dominante. Le diagnostic génétique, bien sûr, se fait pour la forme monogénique, et l'âge de début, c'est dès la naissance dans la forme monogénique, et plutôt pour les formes polygéniques vers un âge mûr, vers 40-50 ans. Le cholestérol est beaucoup plus élevé dans les formes monogéniques, et puis il y a les dépôts extravasculaires dont on va parler qui sont caractéristiques de la forme monogénique, avec un risque cardiovasculaire qui est plus élevé. Donc c'est là aussi où quand on discute, il faut que les médecins soient formés aussi, c'est pas du tout le même type de pathologie. Et après voilà, c'est aussi des enjeux pour notamment les politiques de comprendre que quand on parle d'hypercholestérolémie familiale, on ne parle pas d'hypercholestérolémie polygénique. Donc le diagnostic, vous le savez, si on va large, c'est-à-dire qu'à partir d'un gramme 90 de LDL, on pense que ça peut être une hypercholestérolémie familiale. Plus le taux va monter, plus on va trouver des causes monogéniques. Et puis on a vu ce matin pour l'enfant, et donc les histoires familiales lipidiques et vasculaires, c'est ce qu'on apprend aux médecins généralistes, c'est de se dire voilà, quand il y a des antécédents familiaux et cardiovasculaires prématurés, il faut y penser. Les antécédents familiaux, bien évidemment, d'hypercol familial, donc ça c'est le dépistage en cascade, et puis les dépôts extravasculaires. Donc vous voyez souvent, on a ce score-là qui nous vient des collègues hollandais, donc c'est le Dutch Lipid Clinic, où on fait des points, on calcule. Donc vous voyez que ce qui rapporte beaucoup de points, c'est le taux de cholestérol. Donc si vous avez un LDL cholestérol supérieur à 3,30 grammes par litre, ça ne peut pas être autre chose que génétique. Même si vous sucez des plaquettes de beurre, vous n'allez jamais monter à plus de 3 grammes si vous n'avez pas une susceptibilité génétique. D'accord ? Alors, les dépôts extravasculaires, donc c'est ce qu'on cherche essentiellement. On est très intéressé par vos pieds, notamment votre tendon d'Achille, parce que c'est là où il peut y avoir ces dépôts de cholestérol. Ça peut être sur les extenseurs des doigts. Et puis après, il y a les xanthelasmas, donc qui sont plutôt au creux des paupières. Et puis l'arc cornéen, cet arc blanc en périphérie de l'iris, surtout quand il survient à un âge jeune. Et donc ça, c'est une diapositive empruntée à Sophie Bellière à Marseille. Et donc vous avez une illustre prédécesseur qui, alors, la Joconde, vous voyez qu'elle a un petit xanthelasma, et puis là, on devine un xanthome tendineux. Donc, et alors l'hypercholestérolémie familiale homozygote, j'en dis un mot. C'est rare, donc ça nécessite, entre guillemets, c'est souvent des formes, quand c'est le même gène sur les 2 allèles, il y a souvent une consanguinité dans la famille. Et après, comme la maladie est quand même 1 sur 300, donc c'est assez fréquent, on peut avoir des hétérozygotes composites, c'est-à-dire que madame hypercol familiale avec une mutation peut se marier avec monsieur hypercol familial avec une autre mutation sans qu'il y ait de consanguinité, mais après, si les 2 mauvais allèles sont partagés, on a ce qu'on appelle un hétérozygote composite, et ça équivaut à une forme homozygote, puisque finalement, on n'a pas de récepteur OLDL qui fonctionne si c'est par exemple le récepteur OLDL ou une autre mutation. Donc le diagnostic, c'est les taux de cholestérol qui dépassent 5 grammes. Je vous ai parlé de la petite fille qu'on suit qui était à 9 grammes. Et puis il y a souvent des dépôts extravasculaires, des xanthomes, et le traitement là c'est on n'a pas d'autre solution de faire des aphérèses, donc on épure le cholestérol du sang. Ça nécessite des séances toutes les semaines, toutes les 2 semaines selon la gravité, selon les autres traitements associés, et puis il faut vraiment faire le dépistage tôt pour éviter le risque à la fois d'infarctus ou de cardiopathie ischémique, c'est-à-dire boucher ses coronaires, et puis il y a aussi le fait que le cholestérol se dépose à la sortie de l'aorte, et ça fait des sténoses juste après la sortie du ventricule gauche, et donc en l'absence de traitement, c'est des enfants qui décèdent avant 20 ans.
Alors, le diagnostic génétique, c'est ce qui permet d'avoir le diagnostic formel. Donc, le plus tôt, on en a discuté encore une fois ce matin. Donc, je vais pas revenir sur le risque cardiovasculaire, puisque ça, c'est des anciennes données. Donc, c'est les données notamment norvégiennes. Vous voyez, l'âge moyen du décès, 60 ans, mais on a complètement changé maintenant. À partir du moment où vous avez un suivi, un traitement, on a changé de... La prise en charge s'est quand même nettement améliorée. Il y a eu un avant et après statine. Donc c'est ce que je vous ai montré ici. Ça, c'était les études observationnelles chez Hollandais. Et vous voyez que, en l'absence de statine, après 10 à 15 ans de suivi, il y avait quand même un nombre de décès important qui a été très, très vite corrigé avec l'apparition d'un traitement efficace pour baisser au long cours le LDL cholestérol, plus efficace que le Questran, qui était le seul médicament qu'on avait avant l'arrivée des statines. Parce que les fibrates, si vous avez eu du phénofibrate, du lipantil, du béfisal, ça faisait un tout petit peu baisser le LDL cholestérol, puis surtout il n'y a pas eu les derniers essais en association aux statines n'ont pas montré de bénéfices cardiovasculaires. Donc je repasse pas là-dessus, c'était pour ce que vous a montré Noël Peretti ce matin. Donc c'est l'étude à mon avis, même si elle est peut-être imparfaite sur un plan méthodo, mais elle est quand même intéressante parce qu'il y a un suivi de 20 ans qui montre que finalement, quand on a un traitement qui baisse le LDL cholestérol tôt, on inverse complètement la courbe et on améliore très nettement le pronostic de l'hypercol familial. Donc ça, c'est cette notion de fléau du cholestérol. Donc vous avez ici on parle de paquets années au tabac, donc on pourrait parler de petits paquets de cholestérol par année, c'est-à-dire que plus vous stockez, vous accumulez des paquets de cholestérol, plus vous allez avoir un risque de développer une maladie cardiovasculaire, sachant qu'après, il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a les autres facteurs de risque. Si vous rajoutez du tabagisme, une mauvaise hygiène de vie, une hypertension, une L-peptida élevée, votre risque il augmente encore plus. Mais globalement, ce qui est rassurant, c'est que si on fait un diagnostic, si on met un traitement efficace, on peut ramener la courbe à la courbe des patients ou des sujets qui n'ont pas d'hypercol familial. Donc c'est ça qui justifie vraiment la stratégie de dépistage. Alors les cibles chez l'adulte, c'est moins de 0,70 g. Si on regarde les dernières recommandations européennes, c'est assez drastique, donc surtout quand on part de très haut. Donc gardez quand même l'idée que l'objectif minimum, c'est 50% de baisse par rapport à votre taux de LDL cholestérol maximal. C'est-à-dire que si vous avez 4 grammes au moment du diagnostic, c'est quand même pas évident d'arriver à 0,7. Et en termes de prévention secondaire, c'est-à-dire quand on a eu un infarctus ou un AVC et qu'il y a un autre facteur de risque majeur, il suggère moins de 0,55 g. Donc ça, clairement, sans anti-PCSK9, globalement, on ne peut pas y arriver. Donc les traitements, ils sont très bien standardisés. Donc statine, alors on dit à forte dose, l'idée c'est d'y aller progressivement, c'est-à-dire que l'objectif c'est de trouver la dose qui est maximale tolérée. Et la meilleure façon de tolérer une dose, c'est d'y aller progressivement. Surtout si vous êtes en prévention primaire, si vous avez une hypercholestérolémie familiale jeune, ça ne sert à rien de partir avec une dose maximum de 80 mg d'atorva ou 20 mg de rosuvastatine. Il vaut mieux y aller progressivement, voir si on est l'objectif, on essaye d'augmenter, si on n'augmente pas, parce qu'il y a des problèmes de tolérance musculaire ou autre, et dans ce cas-là, on met en place la bithérapie, donc avec les étrolles, les étimibes, qui empêchent l'absorption intestinale du cholestérol. Et enfin, si on n'est pas à l'objectif, on peut avoir l'utilisation des anti-PCSK9, donc on a des traitements, je vais y revenir. Donc ça, c'est la stratégie, donc il faut vraiment respecter, entre guillemets, cette stratégie, et surtout, notamment au stade des anti-PCSK9, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez besoin de garder les statines, parce que les deux ont une action synergique. Donc on peut après baisser éventuellement les doses de statine si on est à l'objectif de LDL cholestérol, mais l'idée de se dire je passe aux anti-PCSK9, j'arrête ma statine, vous allez perdre de l'efficacité en termes de traitement. Parce que les statines augmentent le nombre de récepteurs au LDL et les anti-PCSK9 empêchent qu'ils soient dégradés. Donc si vous n'avez pas de statine, vous allez protéger moins de récepteurs que si vous avez les anti-PCSK9 plus les statines. Alors, les conditions de remboursement, donc en tant que clinicien, on s'amuse avec les ententes préalables, demande d'entente préalable. On est obligé de faire une demande d'entente auprès de l'assurance maladie. Le coût est en train de baisser, mais on est aux environs quand même de 440 € par mois, c'est en moyenne 220 € l'injection. Donc les patients homozygotes, les patients hétérozygotes avec un LDL supérieur à 3 grammes en prévention primaire, donc ceux qui seraient éligibles aux aphérèses, sous traitement maximal statine plus ézetimibe. Et puis les patients en prévention secondaire cardiovasculaire, c'est-à-dire quand on a eu un événement cardiovasculaire
et que le LDL est à plus de 0,70 g. Donc avant, c'était sous statine à dose maximale tolérée et ézetimibe. Il y a eu un amendement récent qui vient d'être publié où le remboursement est possible pour les intolérances prouvées aux statines. Donc hépatite, rhabdomyolyse. Donc c'est là où moi je suis très prudent parce que je pense que on peut ouvrir une boîte de Pandore et on va se retrouver avec un nombre de prescriptions qui risque de revenir en boomerang en disant parce qu'il va y avoir des prescriptions de complaisance. Quand je dis ça, je parle de notre côté aux médecins. Je vous mets un truc nouveau et puis ça va augmenter le nombre de coûts pour l'assurance maladie. Et globalement, quand vous regardez ce que dit la commission de transparence suite à ces intolérances statines, la population cible pour l'alirocumab est pour toute la France, comprise entre 580 et 2300 patients. Pour le Repatha, 2800 patients. Donc quand on voit ça, on se marre parce que clairement, le nombre de patients en prévention secondaire ayant une possible intolérance aux statines est beaucoup plus que ça. Et donc le risque, c'est que si on prescrit largement les anti-PCSK9 pour des intolérances aux statines non prouvées, il risque d'y avoir un blocage a posteriori. Et là, clairement, c'est vous qui en serez les premiers, entre guillemets, vous allez en souffrir en tant qu'hypercol familial, parce que ce sera des patients qui vous diront non, je ne veux pas prendre ma statine, mais je veux bien le traitement à 400 € versus 30 € de statine générique. Donc il faut se mettre aussi du côté du payeur. Donc je pense qu'il y a des situations cliniques à la discrétion du clinicien. On a fait une hépatite sous statine, on a ces enzymes hépatiques qui sont très élevées, on a des douleurs musculaires intolérables prouvées, on a fait l'essai de plusieurs statines. Ok, mais après le risque c'est vraiment écoutez, vous ne tolérez pas votre statine, tout de suite je vous mets sous anti-PCSK9. Et là je pense qu'on va dans le mur. Mais c'est mon avis. Donc après, les ailes de la féraise, on en a parlé. Et donc, quels sont les nouveaux traitements? Donc, on est passé avec les anti-PCSK9 sur ce qu'on appelle les biothérapies. Finalement, on a la première biothérapie en maladie, on va dire, chronique, ça a été beaucoup développé en cancérologie, ça a été beaucoup développé en maladies rares. Et donc, les biothérapies, pour vous expliquer un peu les deux approches qu'on a, c'est soit des approches par des anticorps monoclonaux, donc c'est des anticorps qui vont cibler de façon extrêmement spécifique une protéine circulante. Donc il faut que ce soit quelque chose qui circule dans le sang à une concentration qui ne soit pas non plus trop importante. Typiquement, la L-peptida, on ne pourrait pas avec des anticorps, il y en a trop. Donc ça fonctionne très bien dans notre domaine PCSK9, puisque PCSK9 est sécrété par le foie. Une fois que PCSK9 est sécrété par le foie, il va dégrader le récepteur au LDL. Donc si on est capable avec un anticorps, c'est ce que fait l'alirocumab ou l'évolucumab, de bloquer la protéine PCSK9 et de l'empêcher de se lier au récepteur, on a une efficacité. Et c'est extrêmement spécifique, c'est des anticorps 100% humains, donc il n'y a pas d'immunité qui se développe, il n'y a pas d'auto-immunisation. Et il n'y a pas de réaction finalement immunitaire, et vous pouvez avoir des anti-PCSK9, ça ne vous empêche pas de faire un vaccin antigrippal ou un vaccin anti-Covid. L'autre protéine, j'en parlerai pas beaucoup parce que pour l'instant elle est réservée aux homozygotes, c'est ANGPTL3, donc c'est une protéine qui diminue les taux de cholestérol, y compris dans le cas où il n'y a plus de récepteur au LDL. On ne comprend pas encore quelle est la voie de mécanisme, mais globalement, quand vous inhibez ANGPTL3, vous baissez votre cholestérol. Et là, ça a été identifié chez des patients qui avaient des hypocholestérolémies familiales, ils n'avaient pas de LDL, pas de HDL, pas de triglycérides, et ils avaient des mutations d'ANGPTL3. C'est comme ça qu'on a trouvé cette cible-là. Donc pour l'instant, cette cible est limitée aux hypercholestérolémies familiales homozygotes. On est en train de se battre, chez les enfants ça commence à apparaître, mais la petite fille de 9 ans, je suis en train d'essayer de me battre avec la NSM pour essayer d'avoir ce traitement. Et donc ensuite, quand vous avez l'autre solution qu'on a avec les biothérapies, c'est d'avoir des molécules qui ciblent un organe, en l'occurrence le foie, puisque le foie est quand même l'organe le plus impliqué dans le métabolisme du cholestérol avec l'intestin, mais c'est plus facile de cibler le foie. Et donc là, on peut aller bloquer la fabrication de PCSK9. Donc dans ce cas-là, PCSK9 n'est plus fabriqué par le foie, donc on en retrouve moins dans le sang. On peut bloquer ANGPTL3, mais là, il y a eu un arrêt d'un traitement par Pfizer par approche anti-sens, alors que les anticorps marchent bien. Et puis, on peut bloquer l'ApoC3 dans les hypertriglycéridémies. J'étais pas là, mais je pense que Vincent vous en avez parlé. On peut bloquer aussi la L-peptida.
Donc voilà un petit peu ces biothérapies, les anti-PCSK9. Les anti-ApoC3, on est plutôt sur les hypertriglycéridémies, c'est une autre forme de maladie rare. Les anti-apoptita pour la L-peptita, donc là, pour la première fois, on va avoir des traitements. Et les anti-ANGPTL3 pour les formes homozygotes. Alors, je vous mets, j'ai fait finalement un focus autour de PCSK9. Donc l'inclisiran, c'est finalement un siRNA, donc une molécule qui va empêcher la fabrication de PCSK9 par le foie. Donc, c'est développé par le laboratoire Novartis et ça cible le foie parce que ces antisens ils sont reliés à une protéine qui est reconnue uniquement par un récepteur exprimé au niveau du foie. Donc on sait que ces biothérapies ne vont aller qu'au niveau du foie, bloquer la fabrication de PCSK9. Donc on a des données chez l'homme qui sont tout à fait encourageantes et ce médicament a l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Il n'y a pas le remboursement en France, puisque la France veut, pour l'instant, montrer qu'il n'y a pas simplement la baisse de LDL cholestérol, mais que ça diminue les événements cardiovasculaires. Donc on est en train de réfléchir, il y a des idées pour essayer d'avoir des mises sur le marché accélérées par des approches assez originales au niveau de nouveaux parcours de soins, ce qui serait quand même bien. Et l'avantage, c'est que les anticorps monoclonaux, c'est une injection tous les 15 jours, voire tous les mois. Là, avec les siRNA, vous faites une première injection, une autre à 3 mois, et après, c'est une injection tous les 6 mois. Le gros intérêt qu'on peut y voir, c'est qu'on peut aussi améliorer la prise des traitements. On peut très bien imaginer que ce soit fait par une infirmière pour être sûr que les traitements soient pris, ce qui, en termes de coût, efficacité, pourrait être un avantage. Et aussi, en termes de coût de production, on peut imaginer que les prix peuvent aussi être moins importants. Alors après, étape suivante, alors là c'est ce que je dis, si vous voulez vous payer les antivax et les anticholestérol en même temps, vous faites un vaccin anti-PCSK9. Donc l'idée c'est que quand vous faites des injections d'anti-PCSK9, vous injectez des anticorps. Donc l'idée, pourquoi pas s'immuniser, donc faire une vaccination contre PCSK9. Donc le concept tient la route. Il y a première donnée chez l'homme de phase 1 avec 2 types de vaccins. Vous voyez que ça entraîne une augmentation des anticorps spécifiques dirigés contre PCSK9, une baisse du cholestérol qui est quand même moins importante que ce qu'on observe avec les anticorps classiques ou avec l'inclisiran, de l'ordre de 40%. La prudence qu'il faut avoir, c'est qu'il faut quand même qu'on ait... Là, on commence à avoir 10 ans de recul sur la sécurité de l'inhibition de PCSK9. Chez les patients qui n'ont pas de PCSK9 de façon génétique, on n'a pas non plus de gros signal, mais globalement, toujours le problème d'avoir une approche irréversible est toujours un peu gênante, sachant qu'on a très peu de patients qui sont complètement déficients pour PCSK9. Donc soit PCSK9, c'est finalement, on a mal fait notre évolution, on en a eu besoin un moment, on n'en a plus besoin, ça nous donne que du cholestérol et des accidents cardiovasculaires, sauf s'il y a encore un rôle important de PCSK9. Donc là, il y a nécessité vraiment d'avoir une recherche forte pour être sûr que ça ne joue pas un rôle. Et nous, on a des données qui suggèrent que ça pourrait jouer un rôle important dans le développement, ce qui explique qu'il y ait très peu de patients complètement déficients. Peut-être que le fait de ne pas avoir de PCSK9 est létal au niveau embryonnaire. Mais après, ça ne veut pas dire que l'inhiber de façon chronique à l'âge adulte, c'est gênant. Donc pour l'instant, que vous ne partez pas inquiet, l'inhibition de PCSK9, on n'a pas d'effet indésirable noté. Les premiers patients dans les protocoles à Nantes, ça fait 10 ans passés du mois de juillet, on n'a pas eu vraiment aucun signal particulier. Et on a plus de 200 patients. Et alors après, on finit. Donc là, c'est plus pour les jeunes, Rampage. C'est un super film de science-fiction. Vous avez des chercheurs fous qui sont dans un satellite en train de travailler sur de la manipulation génétique. Manque de peau, il y a le virus qui tombe. C'est pas un virus, c'est les CRISPR qui tombent et ça modifie un grand singe. Donc c'est en gros l'édition génomique. Vous avez peut-être entendu parler des CRISPR-Cas9. Donc c'est les ciseaux génétiques, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant de faire de l'édition de génome, de retirer un bout de génome, de le remplacer par un autre. Et donc l'idée, et ça c'est Sander Katterezan, qui était quand même chercheur généticien à Harvard, qui a lâché quasiment toute activité académique pour créer sa boîte d'édition génomique. Et donc la preuve de concept de l'édition génomique, c'est probablement PCSK9. Parce qu'on a une maladie génétique, on sait quelle est la cible et on voit quelle peut être l'efficacité en termes de baisse de cholestérol.
Donc ils ont fait des études chez les primates. Donc là on est sur, alors là c'est pire que le vaccin parce qu'on vous enlève PCSK9. Hein. Donc vous voyez que quand vous faites une approche CRISPR-Cas9 chez le primate, il n'a plus. Donc là il n'y a plus de gènes, plus d'expression, zéro. Et vous avez une baisse définitive de 50 à 60% du LDL cholestérol. Donc il y a des études qui sont en train potentiellement de se mettre en place chez l'homme. C'est très encadré par les agences américaines. Et voilà. Donc mythe ou réalité, réalité ou fiction. Mais globalement, les choses vont tellement vite que ce type d'approche d'édition génomique, je ne sais pas, mais c'est là où il faut qu'on soit mais vraiment ultra certain de la sécurité de la cible qu'on enlève. Parce que, en gros, on crée une mutation, là, on retire un gène. Alors la dernière cible, c'est pas mon préféré, le Clint Eastwood, hein, mais... donc c'est l'L-peptida, donc c'est là où je vous dis qu'on a les antisens anti-apoptida, hein, avec et on a des siRNA anti-apoptida, on a les deux avec des baisses qui vont de l'ordre de 80%. Donc finalement, on arrive à un niveau où on va être capable de baisser l'L-peptida de façon suffisante pour voir si, en plus de la baisse de LDL cholestérol, c'est-à-dire que si on est à la cible de LDL cholestérol, mais qu'on garde une L-peptida élevée, est-ce que cette L-peptida élevée contribue au risque résiduel? Est-ce qu'il y a un bénéfice supplémentaire au-delà du LDL à baisser l'L-peptida? Là, il va falloir qu'on attende 4 à 5 ans pour avoir la réponse. Alors, si vous avez encore un peu de temps, vous êtes... Donc je vais vous parler de Refercol. Si on lève la main, qui est dans Refercol? Normalement, on a recueilli votre non-opposition. Donc on vous présente généralement quand on vous voit pour la première ou deuxième fois en consultation. Donc il y a Salomé, notre conseillère en génétique, qui est ici. Et vous faites partie du registre de façon anonyme. Et donc c'est un registre national français autour des hypercholestérolémies familiales. Vous avez ici les centres. Donc il y a actuellement 23 centres. Et le nombre de patients, vous l'avez ici, il y en a à peu près, on doit maintenant arriver, je pense, puisque le bilan avait été fait au 10 juin, on est à plus de 9000 patients, qui est un des gros registres au niveau européen, surtout avec une qualité de recueil des données. Donc 9000 patients FH dans le registre en France. Et on est à peu près à des inclusions d'environ 65 nouveaux patients par mois. Donc là, Nantes, on est au pied du podium. On est à peu près à 940 patients. Les plus gros centres, et le de loin, c'est la Pitié, parce qu'il y a très peu de centres, c'est un peu paradoxal, mais il y a très peu de centres experts en HF à Paris. Donc il y a la Pitié qui fonctionne aussi avec Saint-Antoine, il y a le centre de Toulouse, il y a le centre de Lyon, et puis ensuite il y a Nantes et Marseille, donc voilà, quasiment toutes les personnes qui sont ici. Donc ce centre, donc c'est Sophie Béliard, ce registre Refercol, donc il est animé par Sophie Béliard à Marseille, avec un conseil scientifique qui comprend plusieurs experts médecins au niveau national. Et globalement, ça nous a permis de rentrer dans des collaborations européennes avec un registre européen sous l'égide de la Société européenne d'athérosclérose, qui montre que finalement, quand on regarde à l'échelle européenne, l'âge de diagnostic demeure tardif pour l'hypercol familial, 46 ans pour les femmes, 43 ans pour les hommes. Très peu de diagnostics avant 40 ans, donc il y a quand même du boulot en termes de dépistage. Et que finalement, il y a d'autres facteurs de risque qui sont associés, notamment 20% d'hypertension artérielle. Et ils apparaissent quand même après l'âge de 40 ans, ces autres facteurs de risque. Que les femmes, et c'est connu notamment sur la prise de médicaments, sont moins traitées. Donc ça, il y a un enjeu à mieux traiter les femmes. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les localisations, on voit quand même que plus on a un taux élevé de LDL, vous voyez ici en jaune, on voit que c'est majoritairement quand même sur les coronaires plus que sur stroke et AVC. Vous voyez, il y a relativement peu de lien avec l'AVC, c'est surtout un risque de maladie coronaire ou de coronarienne, et l'artérite est relativement aussi peu fréquente. Donc il faut surtout que vous ayez un cardiologue. Donc après, il y a d'autres... ça, c'était une des premières études sur 700 patients. Vous voyez le chemin parcouru depuis 2016. Première publication sur 770 patients. Et ça montrait qu'il y avait quand même 30% de fumeurs dans le registre. Donc il y a quand même du travail à faire en termes d'éducation thérapeutique vis-à-vis des autres facteurs de risque. On a parlé de l'L-peptida tout à l'heure, 30% également élevé.
Et puis, à peu près, c'était un résultat qui n'est pas si mauvais. Hein. Vous avez 8% des patients qui n'avaient pas eu de traitement avant 40 ans. Donc quand même, grosse majorité des patients traités. Bon, après, il y a peut-être un biais de sélection, parce que les patients qui viennent et qui sont dans le registre vont dans des centres experts. Donc après, il y a eu un papier avec Refercol sur le fait d'identifier le risque d'avoir plusieurs événements cardiovasculaires. Donc c'était là encore sur au tout début, 780 patients. L'âge du premier événement, c'était 47 ans et il y avait quand même, vous voyez, 73%, donc 37% des patients qui refaisaient un deuxième événement à 5 ans, 41% à 10 ans et plus de la moitié avaient fait un deuxième événement à 15 ans. Donc il y a quand même un nombre non négligeable de risque de refaire un deuxième événement cardiovasculaire, ce qui nécessite une prise en charge active. Donc ça, c'était avant, par exemple, les anti-PCSK9. Et il y avait au moins 37% des patients qui avaient au moins 2 événements. En moyenne, c'était dans le registre 1,8 événements par patient, donc entre 1 et 2. Donc événements, c'est infarctus, c'est AVC, etc. Et après, une des questions sur la prédiction du risque. Donc là, on est plutôt sur identifier parmi les patients FH, notamment les jeunes, alors pas trop jeunes pour que le score calcique soit, je dirais, performant, mais globalement, c'est identifier ceux les plus à risque pour essayer justement d'aller plus loin dans le contrôle des facteurs de risque, la baisse du LDL cholestérol. Donc un examen qui est très utilisé, alors surtout aux États-Unis, c'est le score calcique coronaire. C'est simple à faire, c'est une coupe de scanner sans injection de produit de contraste. Hein, c'est pas le coroscanner, ça dure 5 minutes et on compte le nombre de plaques calcifiées. Là, vous n'avez pas de plaques, là, vous avez une petite. Ça brille un petit peu, puis alors là, ça s'allume partout et vous avez un score calcique qui est très élevé à 1200. Et en population générale, on ne parle pas d'HF dans cette étude, vous voyez que quand vous avez un score supérieur à 300, en bleu, bah vous avez beaucoup plus de risques de faire un événement coronaire que quand vous avez 0 en jaune. Donc, dans cette étude américaine, ils ont regardé les patients qui avaient plus d'1,90 g de LDL, donc potentiellement qui avaient une FH. Et ben, si vous avez un score supérieur à 100, on n'est même pas à 300, vous voyez que ça différencie et ça identifie bien les patients les plus à risque par rapport à ceux qui sont à 0 en bleu. Donc il y a une étude qui a été conjointement menée avec le registre Refercol et nos amis espagnols avec le registre SafeHeart. Et vous avez ici ce type de courbe. En noir, vous avez les patients FH qui ont un score calcique à 0, et vous voyez qu'il ne se passe quasiment rien en termes d'événements cardiovasculaires. Donc c'est un élément qui est extrêmement rassurant si vous avez un score calcique coronaire nul. Si vous êtes entre 1 et 100, vous êtes un petit peu plus à risque. Et voilà, dès que vous dépassez 100, le risque augmente. Donc c'est quand même une approche qu'on utilise volontiers. Alors après, en médecine, c'est jamais 100% noir, 100% blanc. Il y a des fois ce qu'on appelle des plaques molles non calcifiées. Mais globalement, quand je vois une personne pour une hypercholestérolémie pour la première fois, ça fait partie du bilan systématique pour savoir, c'est pas la même chose d'avoir un score calcique à 400 ou à 0. Et c'est relativement facile. Après, il faut qu'on arrive à convaincre un peu plus nos radiologues de faire des scores calciques, parce que, y compris en ville, c'est compliqué. Alors, des fois, il faut que ce soit prescrit par un cardiologue, mais ça dépend un peu des circuits. Donc, on a d'autres projets en cours sur Refercol. C'est essayer de... Alors, il y a des études, notamment SafeHeart, qui sont sorties sur l'apport des inhibiteurs de PCSK9 en vraie vie chez les patients, notamment chez qui on a pu arrêter les aphérèses. Hein. Ça a quand même changé la vie de beaucoup de patients qui étaient sous LDL aphérèse avec les anti-PCSK9 qu'on pu arrêter. On aimerait regarder aussi le lien, confirmer qu'il y a moins de diabète dans l'hypercol familial, parce que je ne suis pas certain que ce soit absolument aussi clair. La comparaison aussi finalement de la sévérité des patients diagnostiqués comme cas index et ceux diagnostiqués dans le cas d'un dépistage. L'idée, c'est que peut-être, si on arrive à montrer que les patients issus du dépistage ont moins de complications, ça valide encore plus ce type d'approche. Et puis aussi des travaux sur les corrélations génétiques, c'est-à-dire l'apport de la génétique. Il y a un gros travail qui est fait pour harmoniser les données génétiques et pour essayer de voir si, au-delà du diagnostic, le type de mutation peut permettre d'avoir une approche plus personnalisée en termes de choix de traitement, en termes de suivi. Et puis après, voir aussi quels sont les critères d'entrée dans le dépistage, comment les patients finalement sont rentrés dans Refercol. Donc après, il y a des travaux aussi sur l'observance thérapeutique. Donc il y a deux études en cours sur finalement l'arrêt ou ce qui motive la poursuite ou l'arrêt du traitement par statine chez les patients, avec des questionnaires. Donc dans ce cas-là, on peut aussi
revenir via Refercol. Pour ce type d'approche, les patients seraient réinterrogés ou sollicités pour des enquêtes par courrier, en signant bien sûr un accord de consentement. Noël, tu avais parlé du... Non, je ne veux pas. Oui, donc c'est un élément important parce qu'on a un nombre non négligeable donc Noël Peretti fait partie du conseil scientifique de Refercol, donc pour inclure des enfants dans le registre, parce que c'est important aussi qu'on ait ce type d'informations. Donc là, il y avait quand même 446 enfants dans Refercol, donc 266 pères, enfants et parents. Et donc là, ça résume, l'idée c'était d'essayer d'identifier les facteurs prédisant le fait d'être sous statine pour les enfants HF. Donc je ne sais pas si tu veux commenter Noël. L'idée c'est que là ça montrait un élément important, c'est l'importance du diagnostic génétique. Et donc le fait qu'il y ait eu un diagnostic génétique de fait, ça favorise l'adhérence au traitement. C'est-à-dire qu'on peut se dire oui, ben voilà, la génétique, pourquoi la faire? Le LDL est très élevé, on est sûr qu'on a une hypercole familiale, mais le fait d'avoir ce diagnostic renforce finalement l'adhérence. Avant de se lancer là-dedans, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que ce qu'on avait constaté, c'est que dans ce... Vous vous rappelez, on a dit qu'on avait à peu près 10% des enfants en France qui étaient connus parmi l'ensemble de la population. Dans le registre, évidemment, on a un biais de sélection évident. Et même, alors qu'on est dans des centres experts, tous là, les uns les autres, à faire beaucoup de dyslipidémie, la moitié seulement des enfants sont traités. Et donc on se dit, mais comment ça se fait qu'il y en ait si peu finalement, même dans des centres qui ont l'habitude de ça? Alors intuitivement, on se dit, bon, il y a tout l'aspect médiatique anti-statine, c'est sûr, il y a le fait de l'inquiétude parentale de traiter un enfant petit, en disant, il est petit, je lui donne un médicament, il va le prendre longtemps, est-ce que ça ne va pas gêner sa croissance, créer des maladies qu'on ne connaît pas encore sur le long terme? Donc ça fait partie des inquiétudes, je dirais, normales parentales et des fois des médecins aussi. Et on se disait, finalement, ceux qui vont être traités, spontanément, comme ça, on se dit, sont ceux qui, en gros, ont les histoires familiales les plus sévères. Quand vous avez un des parents qui a fait un accident grave cardiaque, généralement, ça a une sorte de déclencheur et qui fait qu'on va les chercher dans la famille et on va traiter les enfants à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que le principal facteur de risque, le principal élément associé avec le fait de traiter un enfant, c'est d'avoir un diagnostic génétique. En fait, on peut se dire, alors c'est une interprétation, mais probablement parce qu'on est sûr du diagnostic, que du coup on intègre à la fois chez les parents et chez le médecin, que on est sûr qu'il n'y a pas de doute diagnostique, même si avec un taux de LDL, des fois il n'y a pas de doute. Là, on a vraiment une preuve certaine, et donc 2,5 fois plus traités que ceux qui n'ont pas eu de diagnostic génétique. Voilà, alors ça ne veut pas dire, c'est une association, c'est pas forcément la cause de ce fait d'être mieux traité, mais en tout cas c'est une piste, une piste importante. Et l'autre chose en haut, ce que vous avez, c'est que chez les parents, on a regardé donc tous les critères descriptifs des parents, ceux qui ont fait un accident vasculaire, chez les parents, c'est comme la génétique chez l'enfant, on est 2 fois plus sensibilisé, plus traité. Donc voilà, ça c'était les exemples pour Refercol. Donc vous voyez que le fait de participer à Refercol, ça aide à la recherche. Et là c'est une recherche en plus qui est très pragmatique. C'est-à-dire que l'idée c'est que ça puisse justifier des nouveaux parcours de soins, des interventions, finalement un traitement le plus personnalisé possible. Et on a besoin de ces données de vraie vie pour adapter au mieux votre prise en charge. Donc là vous êtes vraiment acteur complet de l'amélioration de votre prise en charge en étant dans Refercol, qui est encore une fois complètement anonyme, qui a les autorisations CNIL. Et à tout moment, si vous changez d'avis, vous venez vers les investigateurs et vous pouvez sortir du registre sans avoir à vous justifier. Alors je finirai par Chopin. Donc l'idée c'est, parce que là on va aller sur la recherche plus fondamentale, donc l'idée c'est pas de vous perdre. Donc Chopin c'était un projet RHU qui finalement on avait obtenu en 2016. Donc RHU c'est pour un projet de recherche hospitalo-universitaire. Et donc l'idée c'est qu'on avait... alors ça c'est la petite blague par rapport au côté chef d'orchestre, mais clairement on avait un consortium qui prenait l'ensemble, on va dire, des forces vives de la recherche en dyslipidémie en France, avec un rôle très important de la nouvelle Société française d'athérosclérose, notamment pour tous les investigateurs et le registre, le Refercol, qui est vraiment
soutenu par la Société française d'athérosclérose, les équipes de recherche fondamentale qui travaillaient également sur ce sujet. On a beaucoup collaboré avec notamment Philippe Moulin et Mathilde Di Filippo à Lyon. Et puis on avait des laboratoires. Alors c'est là où on se rend compte, on apprend que la vie d'un laboratoire, il y a des décisions qui sont très particulières. Donc on avait Sanofi comme partenaire, grand partenaire, ce qui nous a probablement aidé à obtenir le RHU. Mais Sanofi a quitté le RHU au bout de 3 ans et demi, parce qu'il y a eu des réorientations stratégiques au niveau global, pas au niveau français. Ils ont dit on arrête la recherche cardiovasculaire, on va se concentrer sur le vaccin, je ne serais pas mauvaise langue par rapport au Covid, et sur le cancer, et on laisse tomber le cardiométabolique. Donc on s'est retrouvé avec notre principal partenaire qui nous a lâchés. La même chose pour Biorad, qui était une boîte américaine qui a réorienté ses activités, et donc on a réussi à remplacer Biorad par une autre boîte qui s'appelle Sebia, et on est en discussion avec différentes autres partenaires pour valoriser, trouver des acteurs de l'industrie pharmaceutique pour valoriser les travaux de Chopin. L'idée c'est qu'on identifie des nouvelles cibles et qu'après nous on n'est pas capable de développer des médicaments tout seul. Donc on avait comme objectif dans Chopin, en s'appuyant encore une fois sur les cohortes, dont Refercol, sur le réseau de cliniciens, sur des plateformes d'analyse, sur des modèles animaux. D'une part, et j'en parlerai pas, d'identifier les nouvelles fonctions de PCSK9. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit sur si on fait à un moment donné de l'édition génomique de PCSK9, il faut quand même qu'on soit sûr que PCSK9 n'est pas un autre rôle. Donc on s'est intéressé à son rôle dans l'intestin, le lien avec la L-peptida, le lien avec le diabète, et puis dans le développement. Il y a un Work Package 4 dont je ne vous parlerai pas, et on est sur les conséquences à long terme des taux bas de LDL. Donc là, on a pu avoir accès aux données de la cohorte nationale Constance, qui est une cohorte en population générale. C'est 200 000 patients, 200 000 sujets, individus français qui sont représentatifs finalement de la population française, et on est en train de regarder le lien avec les taux bas de LDL. Et puis on a essentiellement le Work Package 5, donc, où là l'idée c'était d'identifier de nouveaux gènes dans le métabolisme du LDL cholestérol, et le Work Package 3, qui est l'étude Saphir à laquelle certains d'entre vous ont participé. Donc ça c'était le kick-off, ça ne nous rajeunit pas, 13 octobre 2016. Et donc les objectifs, je ne vais pas les lister, je vais vous présenter quelques données. Donc simplement, vous ne vous concentrez pas sur la diapositive, je vais essayer de vous l'illustrer. Donc pour le Work Package 5, on est parti de cohortes de patients. Et l'idée, c'est qu'on essaye de prendre des patients avec des phénotypes extrêmes de LDL cholestérol. Donc soit les hypercholestérolémies familiales, donc on a Refercol, soit les hypocholestérolémies à l'âge adulte. Donc on a utilisé finalement des laboratoires de ville pour identifier des patients qui spontanément, sans traitement, avaient un LDL en dessous de 0,5. Parce qu'on a des formes génétiques d'hypercol, mais il y a des formes génétiques d'hypocol. Là, je vous ai dit, il y a 20% de causes génétiques qui ne sont pas connues, mais il y a 20 ans de recherche et c'est extrêmement compétitif. Donc là, on s'est dit, dans les hypocholestérolémies, il y a à peu près, la cause génétique n'est pas connue dans 50% des cas. C'est finalement des patients sur lesquels il y a moins de travaux parce que il n'y a pas le syndrome de l'étoile. Si vous faites un bilan, que vous avez un LDL à 0,4, à l'âge adulte, votre médecin, ça va pas l'inquiéter, c'est du bon côté. Et donc il y a très peu de cohortes au niveau mondial alors, les pédiatres connaissent bien, mais sur des formes beaucoup plus sévères. Mais à l'âge adulte, il y a vraiment peu de cohortes. Et donc on a utilisé ces deux approches-là pour identifier des familles, pour après avoir des approches donc, de séquençage, notamment de génome entier. Et une fois qu'on identifiait le gène, c'était de savoir sa fonction. Et pour savoir sa fonction, on avait utilisé un modèle d'hépatocytes. Donc on n'a pas fait des biopsies de foie chez les patients. Donc on a contourné le problème en recueillant leurs urines. Dans les urines, on a récupéré les cellules épithéliales, puisqu'il y a les cellules finalement du rein qui desquament. Donc on retrouve des cellules rénales dans les urines. Ces cellules épithéliales, on les reprogramme en cellules souches et on les différencie en cellules de foie. Donc à partir d'urine, on fabrique du foie. C'est très vendeur comme ça. Et donc c'est des cellules qui sont des hépatocytes, et maintenant on est à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des organoïdes, c'est-à-dire pas uniquement des cellules de foie, mais l'ensemble des cellules qui constituent un foie, pas uniquement les hépatocytes, mais l'ensemble des cellules qui constituent un foie, les cellules endothéliales, les cellules stellaires. Et donc on travaille sur un modèle d'organoïde. On peut utiliser des souris transgéniques, donc
on modifie le génome des souris avec le gène qu'on a trouvé. Et on essaye après, bien sûr, d'identifier des cibles thérapeutiques et des biomarqueurs. Donc ça tombe bien, puisqu'on a une publication, donc c'est 6 ans de boulot via Chopin, et c'est un patient qui était suivi, une famille qui était suivie par Philippe Moulin à Lyon depuis plus de 10 ans. Donc vous avez des cliniciens investis qui font les arbres généalogiques, qui voient les patients. Donc là aussi, j'insiste sur le rôle des conseillers en génétique qui sont extrêmement importants. Et donc en vert, vous avez tous ces patients-là ont un taux bas de LDL cholestérol et un taux bas de HDL cholestérol. Ils n'ont pas assez de bon et de mauvais cholestérol. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Mathilde Di Filippo avait à Lyon une analyse génétique où elle regarde 330 gènes impliqués dans le métabolisme des lipoprotéines. Elle avait trouvé un variant rare dans un gène qui code pour une lipase hépatique, c'est le gène LIPC. Et donc avec l'équipe ici de génétique et de bioinformaticiens, donc il y avait Antoine Rimbert qui est dans la salle et Pierre Lidenbaum, on a fait une analyse génome entier de toute la famille et des patients pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres variants qui auraient pu, ou d'autres gènes potentiels. Et finalement, on a confirmé qu'il n'y avait bien que ce gène-là. Et pour faire une histoire courte, c'est la première fois qu'on a un gène qui augmente l'activité de l'hépatique lipase. Ça n'avait jamais été décrit. Et en gros, quand on regarde dans les cellules hépatiques, ce que ça fait, c'est que ça augmente une des activités de la lipase hépatique. Normalement, elle détruit les triglycérides, ça ne change pas. Et puis, elle détruit les phospholipides. Et là, elle a une augmentation phospholipase en rouge qui est complètement augmentée. On a reproduit ça en collaboration avec des chercheurs à Leiden, aux Pays-Bas. On a utilisé donc des souris qui sont des souris humanisées sur leur profil lipidique, parce que les souris, elles n'ont pas de LDL, elles n'ont que du HDL. Donc il faut faire des souris très spéciales pour qu'elles aient finalement un bilan lipidique qui nous ressemble. Chez ces souris-là, on a utilisé des adénovirus pour finalement réintroduire le gène. Et quand on réintroduit la mutation qu'on a observée chez les patients lyonnais, eh ben les souris, elles ont moins de cholestérol et elles ont aussi une activité phospholipase augmentée, ce qu'on retrouve chez les patients. Donc finalement, après 5 ans de travail, on identifie une deuxième cause génétique d'hypocholestérolémie avec un gène qui est LIPC et potentiellement une nouvelle voie thérapeutique, puisqu'on se dit que si on augmente l'activité phospholipase de cette enzyme, on est capable de faire baisser le cholestérol. Et en plus, pas via une augmentation de son excrétion par le foie, mais probablement par une captation via le muscle et le tissu adipeux. Donc après, on est en train de continuer à travailler dessus, notamment pour savoir le lien avec l'athérosclérose, parce qu'il ne faut pas que ça baisse le cholestérol en mettant dans la paroi vasculaire. Parce qu'un des patients de Lyon avait un problème d'infarctus, donc il avait peut-être un cholestérol bas, mais si c'est au prix de maladie cardiovasculaire, la cible ne pourra pas être développée. Donc voilà, ça c'est 6 ans de boulot rendu possible par Chopin. Et donc après, on utilise aussi Chopin pour accélérer certains projets. Donc Antoine Rimbert ici avait travaillé durant son postdoc à Groningen en Hollande sur un gène GPR146. Donc là c'est intéressant puisque c'est ce qu'on appelle un récepteur membranaire couplé aux protéines G. Donc ce serait potentiellement une cible thérapeutique puisque c'est situé à la surface membranaire. Donc on pourrait imaginer des petits peptides, donc des médicaments plutôt de type comprimé classique plutôt que des biothérapies comme on a parlé. Et donc les souris qui n'ont pas GPR146, elles ont moins de cholestérol et c'est lié à une diminution de la production des grosses particules de VLDL dont je vous ai parlé. Ce qui est super intéressant avec GPR146, c'est que ça fait baisser le cholestérol, y compris quand on n'a pas de récepteur au LDL. Parce qu'on a plein de cibles thérapeutiques. Les statines, si vous n'avez pas de récepteur au LDL, ça ne marche pas. Les anti-PCSK9, si vous êtes homozygote déficient, ça ne marche pas. Donc dans les formes rares d'hypercholestérolémie familiale homozygote, ça pourrait être intéressant. Et puis ça pourrait être aussi intéressant en complément des traitements. Donc c'est une nouvelle voie de diminution du cholestérol qui est indépendante du récepteur au LDL. Et vous voyez ici, alors ça c'est des aortes de souris. En rouge, c'est ces plaques d'athérome chez les souris. Donc on est capable c'est un gros travail de disséquer la souris, de regarder si elle a développé de l'athérosclérose. Et vous voyez que les souris qui n'ont pas GPR146, il n'y a pas de plaque rouge, elles ne font pas. Elles ont moins de cholestérol, elles ont moins de dépôts d'athérome. Et donc ce qu'a fait Antoine en revenant ici, c'est justement bénéficier de toute la cohorte
de Chopin, puisque finalement chez l'homme, on a des variants génétiques de GPR146. Donc vous avez certains variants qui augmentent son expression en bleu et d'autres qui répriment son expression en rouge. Et vous voyez que quand vous avez moins de GPR146 en rouge, vous avez moins de cholestérol, vous avez moins de HDL, vous avez moins de LDL. Et donc ça, c'est des très grosses cohortes, et là, la France a du retard. Il y a une cohorte où les Anglais ont été extrêmement performants, ça s'appelle les UK Biobank. Ils ont plus de, des centaines de milliers de personnes pour lesquelles on a les données, on a du sang, et c'est ouvert, c'est en science ouverte, c'est-à-dire qu'ils partagent ces données avec l'ensemble de la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que via Chopin, via Hippocole encore une fois, on a trouvé une famille qui avait un variant qui bloquait l'action de GPR146 et qui était associé à une baisse du cholestérol. Donc on a ces données souris, et grâce à Chopin, on a pu vérifier que finalement chez l'homme, si on a moins de GPR146, on a moins de cholestérol. Donc je pense que là, c'est une cible qui pourrait être très intéressante à l'avenir, parce que c'est associé à un moindre risque de maladie cardiovasculaire. Et en plus de baisser le cholestérol, c'est un effet métabolique favorable à la fois sur le diabète de type 2 et sur le foie gras. Et donc on a eu dans la suite de Chopin donc un projet ANR qui s'appelle Genesis. Et l'idée, c'est ça, c'est de continuer à valider un petit peu trouver d'autres variants via notamment les approches chez les familles Hippocole, d'aller un petit peu plus loin sur les mécanismes chez la souris, puis après le Graal, ce serait de trouver, parce que ce GPR146 qui est un récepteur, c'est un récepteur qu'on appelle orphelin, parce qu'on ne connaît pas son ligand. Donc si on trouve après son ligand, potentiellement, si on le déorphanise en anglais, si on l'adopte, alors c'est pas le terme adopté, mais si on lui trouve un ligand, voilà, ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur, alors j'ai peut-être été un peu, j'espère avoir pas été trop long et trop complexe sur la fin. Ah, j'ai oublié Saphir. Donc quelques mots sur Saphir pour vous dire où on en est. Donc Saphir, l'idée c'était de se dire, quand on a une hypercole familiale, c'est ce qu'on vous dit depuis le début de la matinée, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire. Mais encore une fois, c'est jamais 100% noir, 100% blanc en médecine. Il y a quelques patients ayant une hypercholestérolémie familiale prouvée, génétiquement prouvée ou avec des taux de LDL compatibles avec une hypercholestérolémie familiale, qui ne développent pas d'athérosclérose. Donc on s'était mis un âge, donc des hommes de plus de 40 ans, pour qu'il y ait 40 ans d'hypercholestérolémie, des femmes de plus de 50 ans, avec un score calcique coronaire à 0. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3,7% des patients dans le registre. Donc c'est quand même rare. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les patients, finalement, alors je me suis trompé, les patients, il faut que je modifie la diapositive, oui. Exactement, les patients protégés, celui qui est tout droit, qui est bien, et les patients atteints, c'est ceux qui ont un score calcique à plus de 400 ou qui ont fait un infarctus. Donc on a réussi, après un travail de 3 ans avec 8 centres investigateurs, à recruter 214 patients protégés, et 392 patients atteints. Donc l'idée, c'est d'avoir des approches génétiques. Et donc vous voyez que quand vous faites ça, vous vous retrouvez avec plus de 9 millions de marqueurs génétiques, donc il va falloir faire le tri, il va falloir filtrer. Et donc là, on essaye de faire des approches d'enrichissement. L'idée, c'est ce qu'on appelle les Manhattan plots. C'est-à-dire qu'il faut aller le plus haut. C'est-à-dire que les petits points les plus hauts, c'est les petits points qui ont le plus qui sont les meilleurs candidats en termes de gènes potentiellement protecteurs. L'idée de Saphir, c'est que si on comprend pourquoi, quand vous avez une hypercholestérolémie familiale, vous ne développez pas d'athérosclérose, là on a une cible pour éventuellement, bien sûr, tous les autres patients qui, la grande majorité, développent une maladie cardiovasculaire. Et dans Chopin, on a une approche également de biomarqueurs, donc avec à la fois les collègues à Paris au sein d'ICANN, des collègues à Lyon et des collègues ici, plus CEBIA. Et donc là, c'est un des résultats que je vous montre sur un marqueur cardiovasculaire qu'on connaît bien, mais finalement, les patients protégés ont moins d'homocystéine, et ça résiste en analyse multivariée, que les patients atteints. Donc l'homocystéine, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire qui a été très étudié, mais pour lequel, pour l'instant, alors il n'y a pas eu des grosses études, des gros essais randomisés, parce qu'on pourrait, avec certains types de vitamines, diminuer finalement l'homocystéine. Les essais ont été négatifs, mais peut-être parce que les populations n'ont pas été bien ciblées. Donc là, l'idée, c'est de trouver des marqueurs qui permettraient d'identifier les patients FH les plus à risque. Donc voilà pour Saphir, et on est... c'est les folates, c'est...
B9, oui. Et il y a eu, encore une fois, les études ont été, mais probablement parce qu'elles étaient trop larges et pas assez ciblées sur... Et après, le dosage, il peut se faire, hein, c'est-à-dire que... Je ne sais pas s'il est remboursé pour l'homocysteine, je ne crois pas, c'est comme la peptidin. On a des éléments pour se dire que c'est un facteur causal? Jusqu'à présent, on n'a que des éléments pour dire que c'est un marqueur. On n'a pas de... Justement, avec l'échec des essais randomisés qui ont... Finalement, en baissant l'homocystéine, il n'y a pas eu de diminution des événements cardiovasculaires. Donc on n'a pas d'argument. Mais il n'y a pas non plus beaucoup d'arguments qui ont été evidence-based approchés. C'est un peu ce qui a freiné la fin de l'homocystéine, ça a été ça. Ça a été des essais qui ont été négatifs. Les gens se sont dit oui, c'est un marqueur, mais ce n'est pas causal. Et sur le plan génétique, il n'y a pas eu non plus de grosses... dans les GWAS, dans les analyses génétiques, il n'y a pas eu de gros liens génétiques avec le métabolisme de l'homocystéine et le risque cardiovasculaire. Et donc voilà, cette fois j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention, pour votre participation à cette journée. Donc n'hésitez pas à faire de la pub pour la FH, à faire de la pub pour Annette. Et je vous remercie de votre implication, de votre participation, y compris dans la recherche clinique, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Merci beaucoup.